La lumière est un phénomène physique qu'on peut en partie percevoir avec nos sens, ce qui nous permet d'en avoir une représentation très intuitive. C'est ainsi qu'on visualise tous très bien ce qu'est une ombre projetée par un objet par exemple. Mais lorsqu'on change d'échelle et que les astres du système solaire se mettent à projeter des ombres sur notre planète, la physique se met à révéler certains aspects particulièrement fascinants de la nature même de la lumière. Et pour comprendre ça, on va repartir quelques années en arrière. Notre histoire commence ici, à l'observatoire Lowell en Arizona aux États-Unis. Comme son nom l'indique, cet observatoire a été créé par Percival Lowell en 1894, qui a dépensé une grosse partie de sa fortune, tout comme moi d'ailleurs, leur boutique est géniale. Lowell voulait avant tout observer la planète Mars, où les astronomes de l'époque étaient convaincus de distinguer des canaux à sa surface à travers leurs lunettes astronomiques. Mais rapidement, les astronomes de l'observatoire se sont mis à la recherche d'une hypothétique 9e planète dans le système solaire. Et c'est en utilisant l'instrument qui est dans ce bâtiment que Clyde Tombaugh, un jeune astronome, découvre finalement Pluton en 1930. Ils n'ont pas cherché cette 9e planète au hasard dans le ciel, ils avaient longuement étudié les orbites d'Uranus et de Neptune pour voir si elles n'étaient pas perturbées par un autre corps. C'est ce genre de calcul qui a permis la découverte de Neptune, donc la méthode s'était déjà montrée efficace. Et en effet, après quelques calculs, ils ont visé une région du ciel où ils pensaient trouver la 9e planète responsable des petites incohérences relevées dans les mouvements d'Uranus et de Neptune. Et en quelques mois seulement, bingo, la planète est trouvée. En photographiant régulièrement des mêmes régions du ciel avec ce télescope, et en passant des nuits entières à rechercher un objet qui bouge par rapport aux étoiles dans ce petit bureau, Clyde Tombaugh a trouvé Pluton. Pour la petite histoire, il faudra attendre 60 ans que Voyager 2 fasse un survol de Neptune, pour connaître précisément la masse de cette dernière, et qu'on comprenne qu'en fait les calculs faits pour trouver Pluton partaient de mauvaises hypothèses sur la masse de Neptune, et donc les calculs étaient complètement faux. En fait, les mouvements d'Uranus et de Neptune étaient exactement comme on les aurait attendus si on avait connu la vraie masse de Neptune, sans aucune irrégularité mesurable à l'époque. Mais pourquoi a-t-on trouvé Pluton à l'endroit prévu dans le ciel alors ? Aujourd'hui, les astronomes sont formels, c'était un énorme coup de bol. Oui, une simple coïncidence, Pluton était pile au bon endroit, au bon moment. 40 ans après sa découverte, le programme Voyager prévoit initialement d'aller explorer cette planète, mais ça ne se fera finalement pas. En préférant survoler Titan, Voyager 1 s'écarte de la trajectoire qui lui aurait permis de visiter Pluton. Il faudra ensuite la persévérance de plusieurs équipes pendant plus de 20 ans pour qu'une mission vers Pluton soit enfin adoptée. Il s'agit de la mission New Horizons, une petite sonde de seulement 480 kg qui a été lancée en 2006 et a finalement croisé Pluton en 2015. Les astronomes de l'observatoire Lowell ont ainsi attendu 85 ans entre la découverte de Pluton et son exploration. Enfin, pour son exploration sur place du moins, parce qu'on est déjà capable d'étudier des tas de choses sur Pluton depuis notre propre planète. Je vous passe les plus évidentes, comme l'observation visuelle qui a permis de découvrir sa lune Charon par exemple, qui déplace le centre de masse du système Pluton-Charon au-dessus de la surface de Pluton. Ou l'étude spectroscopique qui a permis de détecter de l'azote à la surface de Pluton. La nature fait parfois bien les choses, et les scientifiques savent exploiter le fait que parfois, il leur suffit de se baisser ou de lever les yeux pour avoir à disposition des outils précieux pour étudier le monde. Notamment, ils ont un outil très puissant qui permet d'observer les planètes illuminées non pas par notre Soleil, mais par l'arrière, les occultations d'étoiles. Vous avez tous déjà vu des photos d'occultation d'étoiles, je pense. En effet, les éclipses de soleil sont la forme la plus connue d'occultation d'étoiles. On a la Lune qui occulte le Soleil, l'étoile la plus proche de la Terre. C'est d'ailleurs un type d'occultation qui est toujours utilisé pour des besoins scientifiques aujourd'hui. Alors il y a bien sûr eu l'éclipse de la relativité d'Einstein en 1919, ou celle observée pendant plus d'une heure par le Concorde qui poursuivait son ombre à Mach 2 en 1973, mais encore aujourd'hui les éclipses aident la science. Par exemple, l'étude de la couronne solaire peut être faite avec des gros instruments dans des conditions uniques, mais aussi le diamètre du Soleil peut être connu avec précision en mesurant à quels instants les plus hautes couches de la photosphère du Soleil vont se cacher entre les montagnes et les vallées visibles sur le limbe de la Lune. Bref, revenons à nos Plutons et à nos occultations. Pluton a un diamètre apparent minuscule dans le ciel, des milliers de fois plus petit que celui de notre Lune. Alors attention, on ne voyage pas dans les étoiles là, on ne fait que zoomer sur Pluton depuis le sol de la Terre. Malgré sa petite taille apparente, il arrive que de temps en temps, la nuit, cette petite planète passe devant une étoile dans le ciel et projette une ombre très faible sur le sol de notre planète. Le principe des occultations est simplissime en apparence. On a une étoile, une planète, puis la planète projette son ombre sur la Terre. C'est comme une éclipse solaire, mais en beaucoup moins impressionnant puisque ça n'est pas le Soleil qui projette son ombre,
mais une faible étoile qui n'est en général même pas visible à l'œil nu. Merci, fin de l'histoire. Non, en fait c'est plus compliqué et surtout beaucoup plus intéressant que ça. Alors déjà, comment ça marche une occultation d'étoiles ? Dans notre système solaire, à de rares exceptions près, tous les corps orbitent autour du Soleil. Et si on rajoute à ça que la Terre tourne sur elle-même, tout semble se déplacer en permanence dans le ciel vu de chez nous. De quoi donner le tournis. Pour qu'une occultation soit visible depuis un endroit sur Terre, il faut que l'ombre créée par Pluton, ou n'importe qui d'autre, traverse tout le système solaire à la vitesse de la lumière, ce qui prend environ 5h30 de trajet depuis Pluton. Et qu'au bout du voyage de cette ombre, la Terre soit placée pile au bon endroit au cours de son périple autour du Soleil. Une sacrée rencontre cosmique en différé, puisqu'à aucun moment l'étoile, la Terre et Pluton n'auront été alignés. En réalité, la Terre doit se trouver à un endroit qui était aligné avec Pluton et une étoile 5h30 plus tôt. C'est une des conséquences d'avoir une vitesse de la lumière qui ne soit pas infinie. Et à ce moment-là seulement, s'il fait beau, on peut alors voir la luminosité de l'étoile qui va diminuer en passant derrière Pluton, et réaugmenter en réapparaissant. Alors là déjà, dans les illustrations que je vous montre, si Pluton vous paraît noir, c'est pas parce qu'elle est vraiment noire, c'est parce que j'ai pris une étoile beaucoup plus brillante que Pluton, et donc la planète naine, qui est pourtant éclairée par notre Soleil, paraît très sombre en comparaison. De la même façon que la Lune paraît noire pendant une éclipse de Soleil, alors qu'elle est pourtant éclairée par le clair de Terre, comme on peut le voir avec un long temps d'exposition. Puisqu'on connaît précisément la vitesse de déplacement de Pluton par rapport au sol de la Terre, alors si on chronomètre combien de temps dure cette occultation, on peut en déduire la taille de Pluton, sans même avoir besoin d'un gigantesque télescope suffisamment puissant pour voir sa surface. Génial, non ? Un astronome amateur avec un télescope dans son jardin peut mesurer la taille de Pluton avec un simple chronomètre. En faisant des recherches bibliographiques sur les occultations et sur Pluton, on tombe sur des tas et des tas de résultats, et on voit surtout un nom qui revient sans cesse, Larry Wasserman. Il doit être calé en ce qui concerne les observations d'occultation par Pluton. Il travaille à l'observatoire Lowell, là où Pluton a été découverte, et justement j'y suis allé avec ma caméra et mon micro juste un jour où il était là. C'est chouette les coïncidences, hein ? My name is Larry Wasserman. I'm an astronomer at Lowell Observatory in Flagstaff, Arizona. I was involved in the prediction of the Pluto occultation in 1988. We thought we were going to measure Pluto's radius at the time, but we were surprised to discover that it has an atmosphere. And when an object with an atmosphere occults a star, instead of the star disappearing abruptly behind the object and then reappearing very quickly, so you get a square light curve. If an object has an atmosphere, it rolls off more gradually and then comes back. And we were kind of surprised to discover that Pluto showed an atmosphere rather than an airless body. Les sciences sont toujours surprenantes. Quand on étudie quelque chose, on a parfois l'opportunité de découvrir complètement autre chose. Et cette autre chose est parfois bien plus intéressant que ce qu'on voulait initialement étudier. Et alors qu'ils ne savaient pas vraiment si Pluton avait une atmosphère, ils ont eu l'heureuse surprise de découvrir en temps réel la baisse progressive de la lumière de l'étoile occultée par Pluton. Donc lorsqu'une étoile a sa lumière qui baisse progressivement lorsqu'elle disparaît derrière un corps, ça veut dire que ce corps possède une atmosphère. Intéressant. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin encore en analysant cette courbe ? The rate of the fall off, the way it falls off, is a measure of the temperature and pressure structure of the atmosphere. So it's equivalent to sticking a thermometer into Pluto's atmosphere with a small telescope on the Earth. And it's the only way to do it except for going there, which of course has happened once. New Horizons went there, but it only got one measurement. Yeah. And we've seen changes in pressure over time. And I was just reading a paper by one of my colleagues who was suggesting that the pressure of the Plutonian atmosphere is a function of the solar cycle. Yeah. And when the sun is more active, the pressure goes up and the hazes go up. And is there a relationship with the Sun-Pluto's distance? Well, it cools off as it gets further away, and some people have said that they thought the atmosphere might freeze out when Pluto got far enough away.
But it looks like from the occultation measurements that it probably won't. That it may get less dense, but it won't just freeze out altogether. It won't. Basically, the theory was that it would just form snow and settle to the surface, and we don't think that's going to happen now. Ok, en fait on peut apprendre énormément de choses très précises sur le climat et même la météo locale d'une planète à partir d'une simple petite courbe de lumière qui descend. Mais d'ailleurs, déjà, pourquoi une étoile aurait son éclat qui diminuerait en passant derrière une atmosphère ? On pourrait d'abord croire que c'est en raison de l'absorption de la lumière par l'atmosphère. Mais en réalité, c'est à cause de la réfraction atmosphérique qui va incliner le chemin de la lumière vers différentes directions. Puisque l'atmosphère a une pression de plus en plus grande quand on se rapproche du sol, les rayons qui la traversent sont de plus en plus déviés. Donc quand l'étoile est visible à travers l'atmosphère, on la voit moins bien que s'il n'y avait pas d'atmosphère parce que ses rayons sont en partie déviés. Mais par contre, le corollaire, c'est que quand elle devrait être cachée derrière la planète, on continue malgré tout à la voir parce qu'il existera une couche d'atmosphère qui déviera une partie des rayons avec pile le bon angle vers la Terre. Vous pouvez observer vous-même ce phénomène sur Terre en regardant des mirages ou un coucher de soleil. Par exemple, ce jour-là, je vois le soleil, mais les calculs sont formels. En réalité, il est déjà sous l'horizon, mais je le vois parce qu'une partie de sa lumière a été déviée par l'atmosphère et orientée vers mes yeux. Si une personne regarde ce coucher de soleil avec moi, mais est plus petite ou plus grande que moi, il le verra aussi, mais l'image qu'elle verra sera passée par une autre couche de l'atmosphère et l'aura déviée avec un angle légèrement différent vers ses yeux. Ce jour-là, au moment où il a disparu, en réalité, le soleil était déjà sous l'horizon depuis plus d'1 minute. Ce phénomène de réfraction est aussi ce qui est responsable de cet arc de lumière qu'on voit autour de Vénus quand elle passe devant le soleil. En effet, sa très haute atmosphère, entre 70 et 110 km d'altitude, est transparente et dévie en partie la lumière qui la traverse. La réfraction peut donc dévier les rayons du soleil qui passent dans l'atmosphère de la Terre et de Vénus, mais elle peut aussi dévier la lumière des étoiles qui passeraient derrière les atmosphères de Titan ou des planètes géantes par exemple. Et dans ces cas-là, comme sur Terre, l'étoile va sembler devenir orange, puis rouge au fur et à mesure qu'elle s'enfonce derrière leur épaisse atmosphère. Et de la même façon, notre Lune apparaît plus ou moins rouge quand elle est immergée dans l'ombre de la Terre, c'est-à-dire pendant les éclipses de Lune, en fonction de la quantité de poussière qu'il y a ce jour-là dans l'atmosphère de la Terre, qui va ainsi plus ou moins absorber certaines couleurs avant de les dévier vers la Lune. Et donc, de la même façon qu'on analyse la composition de la haute atmosphère de la Terre en regardant la luminosité et la couleur de la Lune pendant les éclipses, sur une échelle qu'on appelle l'échelle de Danjon, on peut analyser la composition de l'atmosphère d'une autre planète en regardant comment l'étoile qui passe derrière voit sa couleur se modifier. Dans le cas de Pluton ou Triton, par contre, leur atmosphère est trop ténue et trop propre pour modifier significativement leur couleur. Par contre, puisque Pluton est à peu près sphérique, il y a en fait deux principaux endroits dans son atmosphère où la lumière de l'étoile nous est renvoyée. C'est dans le plan qui passe par le centre de la planète, l'étoile et la Terre, comme on le voit sur ce schéma qui n'est évidemment pas à l'échelle. Le plan représenté ici en jaune et qui coupe la planète en deux est celui dans lequel la lumière sera le plus déviée vers un observateur situé sur Terre. La lumière de l'étoile qui a disparu derrière Pluton sera ainsi surtout visible là où ce plan coupe le limbe de Pluton, c'est-à-dire principalement selon deux directions privilégiées que j'ai représentées ici. Ces deux points ne se partagent pas la lumière de façon équitable. Le point du limbe le plus proche de l'étoile recevra plus de lumière, et celui à l'opposé nécessitera davantage de courber la lumière et en recevra moins. Mais on notera quand même cet étrange phénomène qui fait qu'une étoile qui transite derrière Pluton sera pourtant encore visible dans deux directions opposées autour de la planète, avec ce qu'on appelle l'image primaire et l'image secondaire. Après ce petit schéma, je vais maintenant vous montrer une simulation physique que j'ai codée, qui vous donnera une meilleure idée de ce que vos yeux verraient lors d'une telle occultation s'ils regardaient à travers un télescope géant. Je commence avec un cas exagéré, où l'atmosphère de Pluton est plus étendue qu'en réalité. Et ce qui va transiter derrière, c'est un portrait de Descartes géant situé à des années-lumière de la Terre, en hommage à un des pères de la formalisation du phénomène de réfraction. En passant derrière, on voit que la figure se déforme, et comme on l'a déjà vu, on va voir des images primaires et secondaires. Mais surtout, il n'y a aucune zone aveugle. Vous pouvez voir la totalité du tableau, même la partie qui est pile derrière, de la même façon qu'on voit les étoiles qui se cachent derrière. Après cette simulation physique, mais exagérée, je vous montre maintenant ce que donnerait l'occultation d'une petite tache blanche avec les meilleurs paramètres que j'ai pu trouver pour simuler la véritable atmosphère de Pluton. Les paramètres de déformation et de perte d'intensité sont issus de publications scientifiques en lien dans la description. Avec ce qu'on a vu, on comprend pourquoi l'étoile perd en intensité quand elle va derrière la planète
et aussi pourquoi elle est déviée et continue malgré tout à être légèrement visible. Et comme vous pouvez le voir, plus l'étoile passe près du centre, et plus l'image secondaire sera visible du côté opposé à l'étoile. Ce qui est logique, puisqu'en s'approchant du centre, l'étoile s'approche aussi du limbe opposé à sa position. On peut aussi noter que puisque la lumière de cette image secondaire a besoin d'être davantage déviée pour venir vers la Terre, elle apparaît aussi plus basse dans l'atmosphère de Pluton. Il existe aussi quelques rares véritables observations de tels phénomènes, comme ici sur ces incroyables images d'une occultation d'étoiles par le satellite Titan, qui a lui aussi une atmosphère. On y voit très nettement dans la haute atmosphère de ce satellite de Saturne l'image primaire de la première étoile qui passe loin du centre, et les images primaires et secondaires de la seconde étoile qui passe très près du centre. Ces images sont uniques. Ce que je trouve incroyable en regardant des courbes de lumière réelles lors d'une occultation par Pluton, c'est qu'on observe des petites variations de flux tout au long de l'occultation qui sont entre autres dues au fait que l'image primaire et l'image secondaire de l'étoile transitent près du limbe de Pluton et peuvent disparaître quelques instants derrière des montagnes plutoniennes qui seraient sur le limbe de Pluton vu depuis la Terre. Rien qu'en regardant comment la lumière varie au cours de l'occultation, on peut ainsi deviner la présence de brumes, de nuages ou de montagnes par exemple. Et ça s'est d'ailleurs vérifié lors du passage de la sonde New Horizons. Les scientifiques savaient déjà un peu à quoi s'attendre au niveau des brumes qui ont effectivement été observées. Et comme l'a dit Larry, ça donne en plus des informations sur la température, puisque les indices de réfraction de l'atmosphère dépendent du rapport température sur masse molaire de l'atmosphère. En regardant les couleurs de la lumière de l'étoile qui sont absorbées par l'atmosphère, on peut en déduire sa composition et donc sa masse molaire. Et en observant comment la lumière de l'étoile diminue en passant derrière l'atmosphère, on mesure en fait directement les températures de l'atmosphère de Pluton en fonction de l'altitude. Par exemple, en mesurant cette courbe, ils ont remarqué qu'il y avait comme un décrochage dans la baisse de luminosité. Ils ont réussi à en déduire que la température de l'atmosphère de Pluton était quasiment constante pendant plusieurs dizaines de kilomètres, puis la baisse soudaine de luminosité provenait d'une température plus froide en se rapprochant du sol, et peut-être aussi de couches de brouillard. On est aussi capable d'en déduire la pression en fonction de l'altitude avec une précision de l'ordre du microbar dans le cas de Pluton, soit 1/1000e de la pression atmosphérique terrestre. Avec un télescope qui pourrait être installé dans votre jardin, vous avez un baromètre qui permet de mesurer la pression atmosphérique de Pluton avec une meilleure précision que quasiment n'importe quel baromètre professionnel pour notre propre atmosphère. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut deviner tout ça sans même discerner la planète avec ce télescope, mais juste en regardant un point qui tient sur un seul pixel. Et encore, on n'a pas parlé du phénomène le plus étonnant pendant les occultations. C'est celui-ci. As the star passes behind the object, if you see it pass through the middle, then the light is essentially focused by the atmosphere all the way around like a lens, and you get a point on the Earth where there's a brightening. Vous avez bien entendu, on a un flash quand l'étoile est pile derrière l'objet. Depuis le début, je parle de l'étoile qui passe près du centre de la planète, en évitant soigneusement de parler du cas où ça passe pile au milieu. Mais vous l'aurez compris, quand ça passe au centre, ça devient génial. Pour en savoir plus, je me suis rendu à l'Observatoire de Paris, où j'ai pu rencontrer Bruno Sicardi, un spécialiste du sujet. Alors, le flash central, c'est un phénomène qui est lié à la déviation donc, des rayons lumineux par réfraction. Donc, les rayons lumineux qui rentrent dans l'atmosphère de Titan, par exemple, sont déviés. Et si on est dans l'axe qui relie l'étoile à Titan, donc l'observateur est aligné avec Titan et l'étoile, à ce moment-là, les rayons lumineux de l'atmosphère convergent vers un point qui est au centre de l'ombre. Et un observateur qui passe dans cette zone, qui est assez petite en fait, petite voulant dire une centaine de kilomètres de diamètre, voit tout d'un coup tout le limbe, tout le pourtour de la planète, du satellite s'illuminer. Donc il y a un anneau lumineux qui apparaît avec un flux lumineux qui augmente brutalement. Et la structure de ce flux lumineux, la courbe de lumière, enseigne sur la forme très précise de l'atmosphère. Et si cette forme n'est pas circulaire, comme dans le cas de Titan, on voit que l'atmosphère a une forme irrégulière, et cette forme irrégulière est elle-même causée par des vents qui déforment l'atmosphère. Donc c'est une manière de retrouver une vitesse de vent
qu'il est difficile d'avoir par ailleurs, si ce n'est par des sondes spatiales. Ok, alors reprenons. À chaque altitude dans l'atmosphère de Pluton correspond un indice moyen de réfraction de l'air, et donc une courbure des rayons de la lumière. En se déplaçant vers le centre de l'ombre, les images primaires et secondaires vont petit à petit fusionner et une zone de l'atmosphère tout autour de la planète va alors s'illuminer. Plus on est loin, plus cette zone de l'atmosphère sera haute, puisque les rayons auront de moins en moins besoin d'être déviés. A l'inverse, plus on est proche de la planète, plus le flash atmosphérique se rapprochera du sol de la planète. Pour vous illustrer ça avec des vraies images, j'ai recréé ce flash central dans mon salon. J'ai fabriqué Pluton, c'est ce masque en carton circulaire, et lui ai donné une tranche d'atmosphère, c'est le bord de la loupe qui va réfracter la lumière dans une seule direction. Et la lumière justement, c'est cette source ponctuelle qui représente une étoile. Si j'avais voulu modéliser toute l'atmosphère et pas juste une de ces tranches, il m'aurait fallu une loupe à longueur focale variable, et j'ai pas pu mettre la main sur ce genre de lentille très spéciale. On constate que pour cette tranche d'atmosphère donc, qui correspond à une certaine altitude, les rayons ne convergent qu'en un seul point. Et quand notre œil se rapproche de ce point et qu'on regarde la planète en carton, on constate que soudain, l'ensemble de cette couche atmosphérique brille intensément, et que l'intensité de ce flash est impactée par les défauts de la loupe, par le scotch que j'ai collé dessus, etc. Même sans les équations physiques, on sent bien qu'avec une telle mesure de lumière, beaucoup de choses peuvent être étudiées sur l'atmosphère observée. On passe maintenant sur des vraies images de flash, comme ici, celui créé par l'atmosphère de Triton, un satellite de Neptune, alors qu'il occultait une étoile. La lumière totale visible lors de ce flash est plus importante que lorsque Triton ne cache pas l'étoile. L'atmosphère joue donc le rôle d'une véritable lunette astronomique géante qui a amplifié la luminosité de l'étoile. Et beaucoup d'autres corps du système solaire ont ainsi été étudiés. Par exemple, le premier flash de l'histoire a été observé en 1976, lors d'une occultation par la planète Mars, mais d'autres ont été vus autour de Saturne ou Neptune par exemple. La mesure de ces courbes de lumière pendant ces flashs ont, comme l'a dit Bruno, permis de déterminer un nombre incroyable de paramètres, comme la température, la vitesse et la direction des vents, l'épaisseur des nuages, etc., etc. Pour vous donner un exemple précis et illustré, la forme de ce flash central indique l'aplatissement de la planète, ou plutôt de son atmosphère. Pour comprendre ça, il faut se rappeler que chaque tranche d'atmosphère réfracte la lumière perpendiculairement au sol. Si la planète était une sphère, tous les rayons seraient concentrés au centre, où on aurait un flash puissant mais minuscule. Et regardez ce qui se passe quand on aplatit un peu la planète. Le flash central ressemble à un losange, qui fait quelques dizaines ou centaines de kilomètres au niveau de la Terre. Comme on peut le voir, la taille de cette zone de flash central en forme de losange est d'autant plus grande que la planète est aplatie. Et en mettant plusieurs télescopes qui vont couper la trajectoire de ce flash, on va donc pouvoir en déduire sa forme de losange, et donc l'aplatissement de la planète. Et je rappelle tout ça en regardant un bête point de lumière qui brille plus ou moins au cours du temps. Et ainsi, avec ces flashs, on obtient régulièrement des données plus précises et plus globales avec des petits télescopes dans des jardins qu'avec des sondes spatiales qui sont pourtant sur place. En ce qui concerne ces flashs, on peut se demander pourquoi, quand la Lune passe pile au milieu de l'ombre de la Terre pendant une éclipse de Lune, on ne voit pas un point brillant au centre de cette ombre. Parce que si j'ai bien compris, si on était sur la Lune pile au centre de l'ombre, le Soleil qui serait donc pile derrière la Terre devrait sembler briller tout autour de la Terre à travers son atmosphère dans un grand flash, non ? Pour la Terre, en fait, la Terre à la Lune, il y a un peu moins de 400 000 km. Donc la réfraction est plus forte que sur Pluton parce que l'atmosphère terrestre est plus dense. Mais même comme cela, les rayons lumineux n'ont pas le temps, n'ont pas la distance suffisante pour converger. Donc il n'y a pas de flash observé pour la Terre simplement parce que la distance Terre-Lune est trop proche. Bon, idem si on rapprochait la Terre de Pluton, et à un moment donné on n'observerait plus de flash simplement parce que les rayons n'ont pas de distance suffisante pour converger. C'est qu'on a observé un flash central depuis la Nouvelle-Zélande en 2015. La hauteur du flash est moins grande que ce qui est attendu avec une atmosphère claire. Donc soit il y a de la brume, et ça on ne croit pas trop. Par contre, il se peut qu'une partie de la lumière de l'étoile ait été absorbée par des montagnes, puisque les rayons qui causent le flash central passent à quelques kilomètres au-dessus de la surface. Et passant quelques kilomètres, il suffit qu'il y ait une montagne de 3 ou 4 kilomètres
comme ce qui a été observé par New Horizons, c'est que ces montagnes empêchent le flash central finalement d'arriver. Donc ça veut dire qu'après 4,5 milliards de kilomètres, on est juste à la distance où si la pression était un peu plus faible, on n'aurait plus du tout de flash central. Donc on est juste à la limite et il se peut qu'une partie du flash ait été supprimée, mais donc est moins grand que ce qu'on pense, simplement parce qu'une partie a été bloquée par des reliefs à la surface de Pluton. Ok. Après avoir vu tout ça, on pourrait se dire que l'occultation d'une étoile par un corps sans atmosphère doit être bien triste en comparaison. Eh bien, figurez-vous que c'est tout l'inverse, et que au contraire, la physique semble devenir complètement folle dans ces cas-là. Pour un corps sans atmosphère, il n'y a pas d'atmosphère pour dévier la lumière, et donc on pourrait s'attendre à ce que son ombre ressemble à ceci. On voit l'étoile, on ne voit plus l'étoile, et on voit de nouveau l'étoile. Et si vous regardez la durée restante de la vidéo, là vous vous doutez bien que non, c'est vachement plus bizarre que ça. Les photons ne sont pas des petites billes qui suivent leur chemin tout droit, même si dans notre expérience quotidienne on pourrait le croire. La lumière se comporte en partie comme une onde, et les ondes ont cette étonnante propriété de pouvoir contourner les obstacles. C'est ce qu'on appelle la diffraction. C'est pour ça qu'il suffit que près de la trajectoire d'un photon il y ait un obstacle pour qu'il se mette à dévier de sa course. C'est aussi ce phénomène qui fait qu'on retrouve des vagues derrière ce mur de béton posé dans la mer. Ou encore, c'est pour ça que là vous pouvez m'entendre alors que je vous parle depuis derrière ce mur. Pourtant, vous êtes dans l'ombre de ce mur vis-à-vis de ma voix. En fait, les ondes de pression de ma voix se font diffracter ici et sont en partie déviées vers la caméra et son micro. Alors évidemment, la lumière, le son et les vagues dans l'eau sont des phénomènes de nature très différentes, et leurs ondes ne sont pas du tout diffractées de la même façon. Pour ce qui est de la lumière visible, et contrairement au son par exemple, on n'a pas beaucoup l'occasion de percevoir sa diffraction dans notre quotidien. Et c'est principalement pour des raisons d'échelle. Les longueurs d'onde de la lumière auxquelles nos yeux sont sensibles sont environ 1 million de fois plus petites que les longueurs d'onde de ma voix, qui sont de l'ordre du mètre. Et plus la longueur d'onde est grande, plus la diffraction est importante quand l'obstacle est grand. Pour la lumière, il devient possible de percevoir cette diffraction avec nos yeux si les obstacles à contourner sont très petits, de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière. Ou alors s'ils sont très loin, et là vous voyez peut-être le lien avec le sujet qui nous intéresse. Par exemple, ici je masque la lumière avec un écran qu'on va appeler, pas du tout au hasard, le bord de la Lune. Et intuitivement on se dit qu'on devrait se retrouver avec une partie illuminée là où ça ne masque pas, et une partie dans l'obscurité derrière le masque. Mais en réalité ce n'est pas le cas, la lumière se fait diffracter d'autant plus fortement qu'elle passe près du bord de l'écran, et elle se propage en partie à l'intérieur de l'ombre géométrique qu'on aurait si la lumière se déplaçait en ligne droite. Vous voyez les figures de diffraction ici dans l'ombre de la Lune ? Non, et c'est normal. À cette échelle, au-delà d'1 millimètre environ, les figures de diffraction deviennent négligeables. Et puis ma source de lumière de toute façon n'est pas ponctuelle, donc il y a une petite zone de pénombre qui noie toute figure de diffraction qui aurait pu apparaître. Mon masque n'est pas parfait non plus, etc., etc. Ok, mais en théorie, si j'avais une source de lumière infiniment petite et un bord de Lune bien net, on aurait bien entre l'ombre et la lumière une petite zone de transition où on verrait des figures de diffraction. J'imagine qu'avec un laser dans un labo d'optique, ça serait facile à voir, mais... Bon, ok, allez, on va dans un labo et on va vérifier ça. Pour comprendre ce qui se passe, on a donc créé un système solaire en miniature dans un laboratoire. Et pour ça, je vais être aidé par Renaud Matevé, bonjour. Bonjour. Tu es enseignant-chercheur et maître de conférence à l'université Paul Sabatier en optique et physique atomique. C'est bien ça. On a donc ici une petite étoile artificielle, enfin un laser. Ici le bord de la Lune qui est en plein milieu de la lumière émise par notre étoile artificielle. Et là-bas, ce mur qui représente la Terre et sur lequel est projetée la transition entre l'ombre et la lumière sur le bord de la Lune. Allez, on coupe la lumière et on regarde ce que ça donne. Au lieu d'une jolie transition ombre-lumière, comme on aurait pu l'attendre de façon intuitive, on voit à la place des figures de diffraction qui ressemblent à des petites vagues. C'est même difficile de voir où est précisément le bord de l'ombre. Et quand une étoile disparaît derrière le bord de la Lune, cette figure de diffraction va être projetée sur le sol de la Terre et se déplacer à environ 1 km par seconde, qui est l'ordre de grandeur de la vitesse de la Lune par rapport au sol. Si on fait les calculs, on obtient que la distance typique entre les petites vagues qui ne faisaient que quelques millimètres dans le labo sont d'environ 10 mètres dans le cas d'une ombre projetée depuis la Lune pour la lumière visible. Autrement dit, si on pouvait figer le temps au moment où une étoile disparaissait derrière la Lune, on verrait autour de nous d'infimes vagues de lumière espacées de quelques mètres. Enfin, du moins si on avait un amplificateur de lumière sur le nez. Regardez bien ce schéma. Il y a même des endroits où la lumière de l'étoile est localement amplifiée.
C'est-à-dire que juste avant de disparaître, l'étoile va même apparaître plus brillante que si la Lune n'était pas juste à côté dans le ciel, du moins pendant quelques millisecondes. Ce que je vous montre ici, c'est une figure théorique pour une source de lumière ponctuelle et monochromatique, infiniment petite donc. Mais sans rentrer dans les équations, si la lumière est blanche et l'étoile n'est pas un point mais un minuscule disque dans le ciel, la lumière va varier différemment juste avant de s'éteindre, comme on le voit ici lorsque j'augmente la taille apparente de l'étoile. Ainsi, si on pouvait mesurer ces vagues de lumière précisément, on aurait un moyen unique de mesurer indirectement le diamètre apparent des étoiles dans le ciel. Et croyez-le ou non, mais oui, j'ai trouvé un chercheur spécialisé dans la disparition d'étoiles derrière la Lune, Andrea Riccici, et oui, il a réussi à observer ces figures de diffraction avec des caméras ultra rapides, et il en a déduit la taille apparente des étoiles dans le ciel. Ces images en slow motion que je m'apprête à vous montrer ont été fournies par Andrea, et elles sont uniques et exclusives. Et voici maintenant la disparition successive des deux étoiles d'un système binaire. On vient de voir ce que donnait la diffraction lorsqu'un objet gigantesque comme la Lune venait à occulter une étoile. Dans le cas d'une occultation par un objet plus petit, les choses deviennent en fait encore plus intéressantes. On va prendre pour exemple l'ombre portée par une petite sphère. Avec ce qu'on vient de voir, on pourrait intuiter qu'on va retrouver ces espèces de vagues tout autour de l'ombre circulaire de l'objet. Au premier ordre, à notre échelle, on observe évidemment que l'ombre géométrique est surtout faite d'ombre, on peut s'en rendre compte au quotidien. En plus ici, ce ballon est éclairé par le soleil, ce qui fait que quand je l'éloigne du mur, on voit surtout les bords des ombres qui deviennent flous à cause de la pénombre induite par la taille apparente du soleil. Et ça suffit à lisser toute figure de diffraction. Maintenant, je vais faire tourner un simulateur physique que j'ai codé pour l'occasion, dans lequel la diffraction générée par une sphère parfaite, qui fait la taille d'un ballon de foot, est calculée pour différentes distances entre le ballon et l'écran sur lequel on voit son ombre. Cette sphère est éclairée par une source de lumière ponctuelle à l'infini, et on va commencer à éloigner le ballon du mur sur lequel son ombre est projetée. La marque rouge correspond à l'ombre géométrique de notre ballon. L'intérieur serait noir et l'extérieur serait blanc si on n'avait pas de diffraction, un peu comme on le connaît au quotidien. La première chose qu'on voit, c'est l'apparition d'un point très brillant et minuscule en son centre, qu'on appelle une tache de poisson. Si on ne l'observe pas en réalité au quotidien, c'est un peu pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ma source de lumière n'est pas parfaite, ma sphère n'est pas parfaitement sphérique, etc. Mais même mon simulateur physique me dit que si tout était parfait, cette tache serait quand même microscopique quand l'ombre n'est qu'à quelques mètres de distance. Par contre, regardez ce qui se passe quand on commence à vraiment prendre de la distance. On distingue des vagues qui apparaissent tout autour de l'ombre, puis à partir d'environ 1 km de distance, même l'intérieur de l'ombre se remplit de vagues de lumière. En observant l'ombre du ballon toujours plus loin, l'ombre devient assez exotique, et au-delà de quelques dizaines de kilomètres, ça devient même contre-intuitif. L'intérieur de l'ombre est rempli de lumière, et en dehors de l'ombre, là où on s'attend d'habitude à trouver de la lumière, on voit des zones d'ombre. Et en plus besoin d'avoir une sphère parfaite d'ailleurs, même avec un ballon tout cabossé, cette figure de diffraction ne va pas beaucoup changer. Mais cet exemple semble assez éloigné des cas réels, sauf par exemple dans le cas d'une occultation par une étoile. On a une source quasi ponctuelle et un objet masquant de quelques mètres ou kilomètres qui peut se trouver à des milliards de kilomètres de nous. Parfait pour que la lumière nous arrive toute diffractée. Pour vous montrer en laboratoire ce qu'un astéroïde lointain donnerait en passant devant une étoile, on retourne au labo et on regarde ce que ça donne. Ici, on a notre laser qui sert d'étoile, dont on a un peu agrandi le faisceau, sinon on n'y voyait rien. Là, on a notre astéroïde miniature. Ce sont des tout petits disques de 2 mm à 200 micromètres de diamètre autour desquels la lumière va pouvoir passer. La lumière du laser étoile va venir taper et contourner ce disque,
Elle va diffracter, et on va pouvoir observer son image sur le mur d'en face. En allant voir cette ombre de près, on retrouve sans ambiguïté la tache de poisson au centre, et les figures concentriques qu'on avait avec mon simulateur. Il faut la voir pour la croire cette manip. On retrouve bien de la lumière dans la zone d'ombre, et de l'ombre autour dans la lumière. Et en choisissant un astéroïde plus petit, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure en éloignant l'ombre. Il y a de plus en plus de lumière au centre, et en diminuant encore la taille, on finit par n'avoir plus que de la lumière au centre et un gros anneau d'ombre au-delà de l'ombre géométrique de l'astéroïde. On va prendre maintenant un cas réel. Disons que cet astéroïde fasse 3 km de large et se trouve à 6 milliards de kilomètres de nous, au-delà de Pluton donc. Alors s'il passe devant une étoile, son ombre aura cette figure en anneau concentrique qui passera à environ 25 km/s au-dessus de nos têtes. 25 km/s, c'est très rapide. Regardez donc son ombre traverser Paris par exemple. Si on est un observateur au sol, cette figure de diffraction va nous survoler en moins d'une seconde et l'étoile va en fait sembler scintiller dans le ciel avec une signature caractéristique selon qu'on passe au centre de l'ombre ou au bord. Pour voir ce que ça donnerait pour 3 observateurs situés à différents endroits dans Paris, voilà les courbes de lumière qu'ils verraient à vitesse réelle en regardant l'étoile occultée, ou plutôt diffractée. Et en analysant cette signature, on peut ainsi connaître la taille de l'objet, sa distance, etc. En regardant une étoile simplement scintiller dans le ciel, on peut réussir à découvrir de tout petits astéroïdes qui sont invisibles même pour les plus puissants télescopes sur Terre. J'en ai longuement parlé avec Françoise Roch de l'Observatoire de Paris, qui est spécialiste du sujet, et outre toutes les infos que je viens de vous montrer, voilà le genre de discussion qu'on a pu avoir. Elle est passionnante à écouter. Donc, ce qui est remarquable avec les occultations, c'est qu'un objet au niveau du nuage de Oort, on détecte sur Terre avec un télescope relativement accessible un objet de 5 km ou 10 km. Il aura une signature par occultation tout à fait détectable. C'est absolument des objets absolument inaccessibles par n'importe quelle autre méthode. Donc on n'a pas encore détecté d'objets du nuage de Oort, mais c'est la seule méthode que l'on peut envisager pour détecter des objets du nuage de Oort, c'est les occultations. Alors oui, plusieurs équipes dans le monde cherchent ces phénomènes, et donc en particulier il y a une équipe américaine qui a recherché ces profils dans les données du télescope spatial Hubble, en utilisant les données de la caméra de guidage, qui sont des données qui sont acquises à grande fréquence. Et donc la recherche a été faite dans ces données, et donc 2 profils de diffraction ont été obtenus dans les données du télescope spatial, avec l'avantage que c'est des données qui ne sont pas perturbées par l'atmosphère de la Terre. Quand on fait des observations de la Terre, on a la scintillation due à l'atmosphère de la Terre qui est quand même une limitation à ce type d'observation. Donc en fait, on a fait de la science avec un instrument qui n'était pas vraiment fait pour faire de la science. On détourne les données, des données de la caméra de guidage qui n'est pas du tout destinée à faire de la science, elle est destinée au pointage du télescope. Et donc ces données ont été déclassifiées et réutilisées pour faire de la science. Cette diffraction peut générer d'autres phénomènes assez bizarres. Par exemple, quand une étoile va passer dans une zone vide dans les anneaux de Saturne, l'étoile va tout d'abord envoyer quasiment toute sa lumière vers nous, puisqu'il n'y a aucun obstacle entre nous. Mais la lumière qui part en direction des anneaux, un peu à côté, va se faire diffracter par ces poussières et une partie va revenir dans notre direction. Et donc l'étoile va nous apparaître plus brillante que d'habitude pendant quelques secondes entre 2 anneaux, avant ensuite de disparaître pendant quelques minutes derrière les anneaux eux-mêmes. Et ce phénomène, plus simplement, est aussi responsable du fait que quand les anneaux sont vus de derrière, du côté nuit, les parties semi-transparentes resplendissent de 1000 feux, parce que la lumière a été diffractée par les petites particules qui les composent. Bon, tout ça c'est bien beau, mais j'ai toujours pas expliqué l'ombre qui est passée en Amérique l'été dernier, c'était les premières secondes de ma vidéo. On va donc reprendre l'histoire de Pluton là où on l'avait arrêté. Ah oui, alors la sonde déjà a fini sa mission principale, puisqu'elle a déjà visité Pluton. Ils vont en faire quoi de leur sonde maintenant ? Le plus simple pour répondre à cette question, c'est d'aller directement interroger un scientifique qui prépare la suite de la mission. Il travaille à Boulder, dans le Colorado, au Southwest Research Institute. Allez, téléportation. Hi, I'm Simon Porter. I'm a research scientist here at the Southwest Research Institute, and I'm a co-investigator on the New Horizons mission. After passing by Pluto, we had no fuel to stop, but we had a little bit of fuel on board to divert, and we knew that the spacecraft was going to fly through the densest part of the Kuiper belt, so that's the second asteroid belt that's beyond Pluto, it's beyond Neptune. And these are objects that are pretty much where they formed when they originally started.
nothing's pretty much happened to them in the past 4.5 billion years. They're very old. That's unlike nearly every other object in the solar system. So they're really strange objects, never been to one. We really want to see what they are. We diverted the spacecraft to fly past one of them, 2014 MH69, and then we're going to look at a few more distantly as we go along. It's only been recently that we have star catalogs and we have telescopes that are high enough precision that we can start doing these occultations of small bodies, not just big planets, but small bodies like ME69. Ah oui, alors là j'arrête un instant pour préciser pourquoi les catalogues d'étoiles et les gros télescopes sont indispensables pour voir des occultations par des petits corps. En fait, quand on veut être sûr qu'un petit corps passe devant une étoile, on doit parfaitement connaître la trajectoire du corps dans le ciel, mais on doit aussi parfaitement connaître la position de l'étoile dans le ciel. Et c'est grâce au satellite européen Gaia qu'on a aujourd'hui une connaissance suffisamment précise de la position des étoiles dans le ciel pour ça. Malgré tout, il reste une incertitude sur la trajectoire de l'ombre sur la Terre, et donc ils ont positionné des télescopes sur plusieurs dizaines de kilomètres au-dessus et en dessous de là où ils pensaient trouver l'objet. So we predicted some uncertainty for the first one in June, and we went out to 2.5 sigma on it and didn't see anything. Anything? Then we saw. Okay. So it was there, and that's probably that there was a few bad points that just kind of pushed us down, because then, you know, we found out later that we should have been much further south. Ah, okay. But then between the June and the July ones, we had this light curve campaign where we had tons of orbits, so we knew exactly where we needed to be. Now, with the July 10, we were only doing with Sophia, so it's one aircraft, we put it in one place, you get what we get. Yeah. But for the July 17, we had 24 telescopes. We had pretty high certainty we knew where to look. So we had a nice dense grid of telescopes that we could put down. We were able to get 5 separate occultations with the object. Et ça a un gros intérêt d'avoir plusieurs observations d'une même occultation. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais dit qu'avec un simple chronomètre, on pouvait avoir la taille d'un objet. Oui, mais on voit bien qu'ici les observateurs sur le point rouge et le point vert vont chronométrer quelque chose de différent. Il faut donc plusieurs personnes qui coupent la trajectoire de l'ombre pour avoir une bonne idée de la forme de cette ombre et donc de l'objet. And so we had 5 different chords that blinked out and could give us some idea of the shape of the object. It's either very lumpy or it's 2 objects like one on top of each other. And we're not really sure if it's that, which one of those it's that. But, you know, it was clearly not just a circle that got occulted there. It's some lumpy object that we need to work on to figure out what's going on. L'analyse de ces 5 cordes est en plus un petit peu simplifiée puisque l'objet mesure environ 50 km de diamètre, la diffraction qu'il génère est assez faible. Voilà à peu près à quoi ressemble son ombre en prenant en compte sa forme et la diffraction. On voit bien que selon la simulation, les bords de l'ombre sont plutôt nets. En plus, ces occultations ont permis de planifier la trajectoire d'approche, parce qu'un détail en particulier faisait très peur aux scientifiques. The main science that we wanted to put to bed was to make sure that these objects did not have dense rings of material around them. And one of those occultations was of Shrinklow, which is a centaur, and it was discovered that it had a series of rings around it, which if you fly a spacecraft past Shrinklow, you don't want to fly through those rings because it's going to hit something. So we wanted to make sure that ME69 didn't have dense rings like that, and it looks like it doesn't, so we can be reassured. Doesn't mean that there aren't faint diffuse rings around there. That's what we have to do work on now, is to make sure that there isn't there, but there aren't obvious dense material there. Stay tuned for January 1st, 2019. The main thing we discovered with this is that the object is there, and that we know it's going to be interesting no matter what it looks like. We have no idea what it's going to look like besides the fact that it's lumpy, but it's going to look cool. On va arrêter là l'histoire de l'exploration de Pluton et de la sonde New Horizons, puisque le survol de 2014 MU69, ou Ultima Thule, aura lieu le 1er janvier 2019, et tous les indices semblent indiquer que cette rencontre cosmique sera passionnante. Je vous conseille donc de garder un peu de champagne après le réveillon pour fêter le survol par New Horizons de l'objet le plus lointain jamais visité par une création humaine. Et pendant que des caméras prendront des images à plus de 6 milliards de kilomètres de vous, levez donc les yeux vers la voûte céleste.
Et peut-être que parmi toutes ces étoiles que vous verrez scintiller dans le ciel, l'une d'entre elles viendra en fait de vous envoyer l'ombre d'un gros rocher à l'autre bout du système solaire. C'est pas impossible. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode en entier. J'ai voulu faire un truc vraiment original tout en restant technique et j'espère que vous aurez apprécié ce parti pris. C'est pour cette liberté-là que je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et Utip, sans qui cette chaîne serait déjà probablement arrêtée. Comme vous avez pu le voir, rien qu'avec les interviews un peu partout dans le monde, c'est le genre d'épisode qui coûte très cher à faire. Et j'espère que ça et le temps que j'y passe en valent la peine et que vous trouvez ici un contenu vraiment original. Je peux pas trop vous conseiller de vous abonner à ma chaîne puisque les épisodes ne sortent pas très souvent, mais bon, si vraiment vous aimez le concept de cette chaîne, vous saurez où cliquer. A bientôt tout le monde avec, de nouveau complètement autre chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'essaierai que ça soit original et en même temps intéressant. Salut!